Puis au bout de 3 mois, on a été dire à Yehuda que Tamar, elle s'est prostituée et qu'elle est tombée enceinte de cette relation-là de prostitution. Yehuda réagit et dit qu'on la sort et qu'on la brûle. Donc Yehuda, il a entendu que sa belle-fille, qui était destinée de façon mensongère à être réservée à Sheila, son fils, elle était sa belle-fille. Et maintenant, ses deux maris sont morts, donc en principe elle est veuve. Donc du fait elle n'a pas de mari, mais du fait qu'elle aurait une relation hors mariage, alors qu'elle était entre guillemets encore dans la famille, mais à être vouée à être toujours endeuillée, toujours veuve, puisque jamais il avait l'intention de le donner Sheila. Donc elle serait destinée à rester toujours seule. Dès qu'il entend qu'elle a une relation hors mariage, il dit qu'on la sort et qu'on la brûle, comme si qu'elle aurait fait un adultère, ou alors comme si que ce serait une femme mariée ou fiancée qui aurait une relation en mariage, que là effectivement selon la Torah il est passible de mort. Mais là en réalité là c'est pas la question. Yehuda, il reprend au plus fort sa façade de moralité, sa façade de pouvoir, sa façade de puissance royale, s'exprimant comme l'incarnation même, le pouvoir de la justice, de la moralité, du bien, comme ce qu'il avait fait avec Yosef, prétendant le sauver, et par là même en se faisant roi, en se montrant plus moral que les autres. Là, on a l'impression qu'il est dans l'extrême du scrupule, de la morale. Une fille qui aurait une relation hors mariage, alors qu'elle n'était pas encore, entre guillemets, officiellement sortie de la famille, puisqu'il lui avait promis de lui donner Sheila, donc elle est entre guillemets destinée, elle est comme entre guillemets fiancée, bien qu'elle et du fait qu'elle a une relation hors mariage, alors qu'elle était destinée mensongèrement à être vouée à Sheila, ça y est, pour Yehuda, eh ben, est égal adultère, est égal prostitution d'une femme znout, une femme qui est mariée, comme une femme qui est mariée. Il la juge de cette façon aussi extrême, et il dit qu'on la brûle. Alors qu'en fait, réellement, elle est ni vouée à être mariée, puisque c'est très bien Yehuda lui-même qu'en fait, il ne veut pas la donner à Sheila. Et il fait comme si que du fait que dans son intention à elle n'est pas censée savoir que il ne veut pas lui donner Sheila. Donc il peut s'imaginer qu'elle doit être toujours dans une pensée qu'elle est comme fiancée entre guillemets à Sheila. Donc elle n'a pas à aller avec quelqu'un d'autre. Et troisièmement, réellement elle n'est pas mariée à personne. Voilà, ses deux maris sont morts. Sheila lui est promis, mais il est toujours pas là. En tout cas, dans son comportement, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit Yehuda qui se comporte, qui s'affirme, qui s'exprime d'une façon où toute l'intention cachée à lui, toute la façade immorale qu'il y a derrière, elle est complètement négligée. Il est revenu sur sa façade mensongère et il fait comme si que la réalité, c'est quoi ? C'est quoi la réalité du présent ? C'est la réalité de ce qu'il a dit, c'est-à-dire que de promettre Sheila à sa belle-fille, et il se doute pas qu'elle a compris en fait son jeu d'arnaque, qu'en fait il ne veut pas la donner à Sheila. Pour lui, elle est censée être donnée à Sheila, même si réellement, au fond de lui, c'est très bien qu'en fait il ne va jamais la donner à Sheila, mais elle est pas censée le savoir. Et puisqu'elle n'est pas censée le savoir, elle est censée être en direction de Sheila, elle est censée être réservée à Sheila, alors il faut qu'on la brûle. Voilà jusqu'à où ça va. Ça veut dire que non seulement il revient sur son mensonge premier, il revient sur son affirmation, d'affirmer par là que Tamar, elle est vouée à Sheila, bien que c'est pas vrai, bien qu'en fait il ne va jamais la donner à Sheila, mais dans la réalité du présent, dans la conscience, dans le conscient, dans ce qu'il dit, dans la façade extérieure, dans la façade mensongère, c'est ça qui est dit, et donc c'est ça qui doit être réalité officielle, et il pense que puisqu'il a dit ça à Tamar, donc Tamar,
elle est dans le coup, elle est dans le jeu, elle ne s'est pas rendue compte de la vérité, et donc elle n'avait pas à aller avec quelqu'un d'autre. Et donc si elle est avec quelqu'un d'autre, tout en, tout en ne sachant pas, tout en ayant l'a priori de ce qu'il a dit que ce serait la vérité, que elle serait réservée à Sheila, donc si elle a fait ça, c'est comme si elle avait fait un adultère, comme si qu'elle était fiancée à Sheila, réservée à lui, et qu'elle avait été avec quelqu'un d'autre. Voilà jusqu'à où ça va l'imposition du mensonge, de la façade mensongère de Yehuda. Ce qu'il a dit, il pense que c'est vrai, c'est censé être vrai, c'est tellement censé être vrai qu'elle n'avait pas à faire ça. Bien que tout en même temps, il sait très bien que tout ce qu'il dit, c'est pas vrai, mais la façade officielle, c'est celle-là. Et donc sur cette façade officielle, elle n'avait pas à faire ça, et ce qu'elle a fait, c'est comme un adultère. Et Yehuda, pour encore plus rajouter une couche, pour encore plus imposer et faire comme si, aller jusqu'au bout de cette façade mensongère, eh ben, il faut qu'on la brûle. Et il va jusqu'à là, il dit il faut qu'on la brûle, puisqu'elle a dévié du chemin de ce que j'avais dit. Mensonge, mais de ce que j'avais dit, qui doit être vrai dans l'apparence. Donc on voit que Yehuda, après avoir été avec la prostituée, de cette déshabillée de Moël, il s'est renforcé. On voit ça y est, sa crise intérieure qu'il avait dans cette façade mensongère, il lui a redonné de la force, et il a repris sa façade de mensonge, qui est en fait sa façade royale, sa façade de pouvoir. Là, tout en étant tout ça mensonger, Yehuda, il s'affirme comme le grand sadique, comme celui qui représente la moralité absolue, et il va jusqu'à l'extrême scrupule d'une fille qui était réservée, même sans être fiancée, simplement du fait qu'elle avait été réservée à donner à un des fils, alors ça y est, elle mérite la mort, puisqu'elle aurait une relation en mariage. Yehuda se présente comme le pouvoir de la morale. Et en ça, il se fait roi, et en ça, il se montre comme roi. Et ben ça arrive, ça va jusqu'à devenir pratique, officiel. Himoutset, alors effectivement, et ben, ils la font sortir, elle sort. Donc Samar, faut bien voir la situation, ça va jusqu'à là la situation. Elle va pour être brûlée. Ça veut dire que elle sait, tout ça c'est faux. Jusqu'à où ça va dans le mensonge, jusqu'à où ça va, où Yehuda, dans cette double réalité, il est prêt à aller, alors qu'il sait que c'est pas vrai, mais il veut affirmer, il veut faire comme si, il doit officialiser ce qu'il dit. Et ben alors, Tamar, Tamar, on la brûle. Elle est en train de sortir pour être brûlée. Voilà où l'histoire est. Himoutset, elle sort, on l'amène au bûcher. Vishalcha el-Khami, elle est morte. Yehuda, il serait prêt à tuer sa belle-fille juste pour authentifier sa parole mensongère qu'il a dit que je vais la donner à Sheila. Donc elle va au bûcher. Quand elle va pour aller au bûcher, elle envoie à son beau-père en disant, elle envoie les habits. Les mi-hacher et les lots à Nochiar. Elle dit à qui ça appartient, ces objets-là, cette bague, ce bâton, cette mèche-là, c'est de lui que je suis enceinte. Voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle envoie, l'information qu'elle envoie à travers quelqu'un à Yehuda. Hakerna, reconnais, s'il te plaît, à qui sont cette bague et ce bâton-là? Voilà ce qu'elle dit, pas plus que ça. Elle dit deux choses. Donc elle envoie les habits, donc elle envoie un signe. Elle dit rien officiellement dans sa bouche, elle ne révèle rien. Mais elle lui envoie un signe révélateur que pour lui. Les gens autour ne peuvent pas comprendre. Elle dit, je suis enceinte de celui à qui ça appartient ça. Alors c'est lui qui, quand il verra sa garantie qu'il a prostituée, là il va se rappeler. Il verra ses propres habits, il va se dire, ah oui, c'est à moi. Lui, il sait que c'est à lui. Elle a dit, je suis enceinte de lui. Là, il y a quelque chose qui est très osé. Elle est accusée d'avoir fait une sorte d'adultère parce qu'elle est partie avoir une relation
hors mariage, alors qu'elle était, entre guillemets, vouée officiellement, bien que c'est pas vrai, elle est destinée à un garçon. Le beau-père, il dit qu'on la tue, on la brûle, et quand elle va pour être brûlée, elle dit, tu sais, je suis enceinte de toi, monsieur le beau-père. Je suis enceinte de celui à qui ça appartient, ces objets-là. Même si Yehuda, il reconnaît ses propres objets. Il voit effectivement son bâton, son châle, sa bague. Mais est-ce que celui qui, un instant avant, il a donné la sentence qu'on la brûle et qu'elle est en train de sortir au bûcher, et que maintenant on l'accuse à lui, on dit mais tu sais, c'est toi qui as fait cet enfant. Cette relation de prostitution qu'elle a eue, c'était avec toi. Et qu'il voit ses propres habits, il voit sa bague, il voit son truc. Même s'il voit que c'est à lui, est-ce que c'est pour autant qu'il va reconnaître? Est-ce que c'est pour autant que il va accepter? Et au contraire, si on suit le cours de l'histoire, si on suit le cours du comportement de Yehuda jusqu'à présent, jusqu'à où il est allé dans son mensonge, jusqu'à aller tuer, vouloir aller tuer quelqu'un sur une parole officielle pas vraie, là il faudrait que tout d'un coup il accepte, parce que simplement il voit ses propres habits, il voit des signes, il voit une affirmation de la personne que en fait, il se fait accuser que c'est lui qui aurait mis tomber la femme enceinte, puisqu'il lui montre ses propres habits. La réaction première, c'est de renier. Déjà, c'est de dire, mais même si tu peux très bien dire, mais non, mais alors, en quoi les habits, c'est une preuve? Même si, effectivement, lui, il se rappelle, lorsqu'il voit ces signes, il se rappelle très bien que l'histoire de la prostituée, où il était avec elle, que la garantie, elle est partie, il ne l'a pas retrouvée. Or, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'il va accepter ça, de dire oui, c'est moi. Il y a ici deux gros problèmes. Premièrement, Yehuda pourrait très bien dire c'est pas vrai. Il pourrait très bien renier et dire je connais pas à qui sont ces habits, premièrement. Ou je connais qui c'est ces habits, donc c'est les miens, mais ça ne prouve en rien que c'est avec elle que j'ai eu la relation. Ça pourrait très bien être quelqu'un d'autre. Elle les a, on ne sait pas comment. Ça se trouve c'est une amie à elle qui lui a donné. C'est-à-dire qu'est-ce qui oblige Yehuda à dire, à reconnaître? Voilà, il n'y a rien en fait qui l'oblige. Au contraire, la tendance de tout être humain, ce serait de ne pas reconnaître. Au stade où il en est déjà, au stade du mal où il en est, d'être au point le plus poussé de son mensonge jusqu'à aller tuer quelqu'un, là il faudrait qu'il change radicalement. Il faudrait qu'il dise qu'en fait non, que c'est lui qui l'a fait tomber enceinte. C'est très extrême. Deuxièmement, même s'il reconnaît, effectivement, il dit ce sont mes habits. Elle dit c'est à qui je suis enceinte de celui à qui appartient ces habits-là. Et lui va dire oui, c'est mes habits. Oui, c'est mes habits. Oui, c'est moi, effectivement. Je suis d'accord. Si elle a les habits, ça veut dire qu'en fait c'était avec elle. En fait, c'est ma garantie. Donc c'est avec elle que j'ai une relation. Et elle est tombée enceinte forcément de moi. Et alors, en quoi ça exempte sa belle-fille de ce qu'elle a fait? S'il pense qu'officiellement sa belle-fille, elle n'est pas censée savoir que elle ne serait pas donnée à Sheila. Et donc, c'est comme si elle était fiancée à lui et qu'elle n'avait pas à avoir une relation en mariage. Et donc, la sentence, c'est qu'on la brûle. Ça n'exempte pas ce qu'elle a fait. Ok, lui, il a été avec une fille, il a une relation de prostitution. Lui, il n'est pas marié. Et en lui, ça n'a rien interdit. Donc, lui, il est parti avec elle. Ok, avec cette fille-là. Il l'a fait tomber enceinte, peut-être. Mais en quoi ça répond? En quoi ça lui enlève son accusation qu'elle se serait prostituée, qu'elle aurait une relation qui est en mariage? C'est en fait ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, non seulement c'est acté, mais en plus Yehuda, il sait très bien que il a vécu, il sait très bien c'est quoi cette relation en mariage qu'elle a eue. C'était avec lui. Qu'est-ce que ça fait que c'est avec lui? Même s'il reconnaît que c'est avec lui, ça fait quoi? Ça exempte
sa sentence, on peut imaginer que Yehuda, et que Tamar, c'est à ça qu'elle a pensé, c'est que s'il prend conscience, s'il reconnaît, s'il vient l'idée qu'en fait, c'est lui qui a fait tomber cette femme enceinte, donc en fait, dans son ventre, elle est enceinte de ses enfants à lui. Donc s'il tue Tamar, il va tuer ses enfants à lui. Et donc, Tamar espère jouer sur les sentiments, espère que va s'éveiller une pitié chez Yehuda naturelle, qui va dire quoi, je vais tuer mes propres enfants. Donc je vais l'exempter. On aurait pu imaginer ça. Simplement, dans la réponse que va dire Yehuda, on verra que c'est pas du tout ça. La reconnaissance que Yehuda aura, c'est pas du tout ça qu'il fait. Yehuda, il est pas du tout en train de changer d'avis parce qu'en fait, il reconnaît qu'il a ses propres enfants dans son ventre. Pas du tout. Donc la question, elle est là. Qu'est-ce qu'il va faire que Yehuda, il va reconnaître? Il n'y a rien, enfin, il n'y a rien qui fait qu'il va. Quand Tamar envoie les habits, elle ne sait pas quelle sera la suite. Et simplement, elle dit à Karen, reconnais s'il te plaît. Elle demande à que Yehuda, il avoue une vérité. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui en fait est dur à comprendre, mais qui a priori, eux, ils se comprennent. Alors, Tamar et Yehuda, eux, ils se comprennent. Quand il dit reconnais s'il te plaît à qui appartient ça, comme si il suffisait de simplement reconnaître à qui appartient ses habits, cette bague et ce châle, pour que Yehuda, il se ravise, pour que Yehuda, il change totalement. Et en fait, c'est ce qui se passe. Yehuda reconnaît, mais cette reconnaissance, elle se fait dans le non-dit. Ça veut dire que à partir du moment où Yehuda, quand il dit reconnais à qui appartient ça, et que lui en fait, il se rappelle que ça c'est à lui, eh ben ça va très loin. Tout de suite, ça change. Toute l'attitude de Yehuda face à Tamar, elle change. Et là, qu'est-ce qu'il dit en fait? Il dit pas simplement oui c'est moi effectivement. Oui c'est moi qui t'a fait tomber enceinte. Pas du tout, parce que ça c'est pas suffisant. Même s'il dit oui c'est moi qui t'a fait tomber enceinte, ça n'explique pas, ça ne peut pas exempter la sentence. Mais quand elle va lui dire reconnais s'il te plaît à qui sont ça, ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond que Yehuda lui il comprend. Entre eux ils se comprennent, il y a comme ici un message codé que eux ils arrivent à se comprendre. Et la conséquence de cette reconnaissance que Yehuda a dans sa tête en fait, même sans le dire, avant qu'il ne parle, déjà qu'il dit oui effectivement, il prend conscience que c'est les siens. La reconnaissance, elle n'est pas de dire oui effectivement c'est les miens, mais elle est de dire je suis plus coupable que elle. C'est ce qu'elle va dire. La première phrase que dit Yehuda, c'est ça. Tzadeka mimini, elle est plus tzadeket que moi. Elle a eu raison de moi, elle est plus juste que moi. Et cette phrase, elle est assez difficile. C'est même pour ça que d'ailleurs Rashi a du mal à comprendre cette affirmation. Et ils font une virgule, ils mettent Tzadka, elle a raison, mimeni c'est de moi. Ça veut dire que de moi sont les enfants. Ça veut dire que comme il y a ici une suggestion, il y a une évocation de la part de Tamar qui dit je suis enceinte de à qui sont ses habits. Après elle dit reconnais s'il te plaît à qui sont ses habits. Yehuda aurait répondu à ça, elle a raison, c'est de moi. Simplement la phrase qui suit, elle ne colle pas avec a du mal à coller avec cette interprétation. Car c'est pour ça que je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils. Voilà, la phrase de Yehuda, elle s'arrête là, point. En tout cas, avant de rentrer dans ça, ce que je veux dire par là, c'est que on ne comprend pas ici ce qu'attend Tamar de Yehuda. Elle attend quelque chose, elle attend une reconnaissance. Elle demande reconnaissance sur quelque chose, mais qui n'est pas sur un thème qui est officialisé dans la bouche, qui est conceptualisé, qui est clair dans les mots. Elle montre un signe évocateur, elle montre un habit,
elle montre des habits, des choses, des objets, et que lui, elle sait que lui, juste en voyant ça, il va savoir quelque chose. Il va savoir quelque chose. Et comme il va savoir ce quelque chose là, alors ça va faire que il pourra avouer quelque chose. Que elle sait d'avance. Et qu'elle sait que lui, il sait. Donc on voit qu'en fait tout se passe ici entre eux. Entre eux, dans leur tête, ils connaissent quelque chose l'un envers l'autre que il suffit de montrer juste quelque chose que les gens ne voient pas, ne comprennent pas, mais que eux entre eux, Tamar, en lui montrant ça, elle sait d'avance que ça veut dire quelque chose de profond chez Yehuda, et que Yehuda, s'il est honnête, s'il veut être juste, eh ben, la reconnaissance elle sera totale. Et toute la sentence, toute l'histoire va se modifier. Donc, là on est arrivé à quelque chose d'important, c'est qu'il y a ici une connaissance intime entre Tamar et Yehuda et Tamar. Et cette connaissance intime, elle ne se dit pas ouvertement dans les mots. On se fait passer un message par un signe. On montre quelque chose, et quand on montre cette chose-là, ce symbole-là, il veut tout dire dans la tête de Yehuda et dans la tête de Tamar. Alors maintenant, la question elle est, qu'est-ce que c'est ce symbole? Quand Tamar envoie l'objet, elle envoie un message codé. Et bien Yehuda, il comprend le message codé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sait quelque chose sur Yehuda, qu'elle sait qui c'est. Elle envoie un message codé à Yehuda sur quelque chose de secret, qu'elle sait qu'il le sait, ce message. Or comme elle sait qu'il le sait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'elle espère? Ou elle est certaine de quelque chose? C'est que lorsqu'elle va lui envoyer le signe évocateur, le symbole évocateur, lui, il va comprendre qu'elle sait quelque chose sur moi, que moi je croyais jusqu'à présent caché, que ce que j'ai caché à tout le monde, en tout cas, elle sait quelque chose sur moi que seul moi je sais. Seul moi, Yehuda, je sais quelque chose sur moi que personne ne savait jusqu'à présent, et qu'elle, en m'envoyant, en me demandant de reconnaître la signification de ce signe évocateur, l'appartenance de ces objets, l'appartenance de ce symbole-là, donc, forcément, je découvre maintenant, par l'envoi de ce signe évocateur, de ce symbole évocateur, ça me fait comprendre que Tamar sait quelque chose sur moi que jusqu'à présent je croyais être seul à savoir. Et maintenant elle le sait, je sais qu'elle le sait. Donc Tamar sait qu'elle connaît quelque chose sur Yehuda de façon certaine, mais que Yehuda croit caché aux autres et est le seul à savoir. Et quand Yehuda reçoit ce signe évocateur, ce symbole évocateur, il prend conscience, se révèle à lui que Tamar connaît quelque chose sur lui que personne ne sait. Et qu'il croyait jusqu'à présent être seul à savoir. Donc, il y a tout d'un coup quelque chose qui se passe ici dans le secret de ce message, de ce passage d'objet à objet, de personne à personne, une révélation dans le secret. C'est ça l'ironie de la révélation. Ici, il y a une révélation qui s'opère dans l'absence de révélation, dans le secret, dans l'intimité de l'un et de l'autre. Tous les gens qui sont autour ne peuvent pas comprendre. Ok? Et c'est dire ce que les sages ont dit, le fait qu'elle va aller au bûcher, c'est qu'elle simplement elle envoie un signe et elle demande avec ce signe-là que Yehuda reconnaisse tout. Ça veut dire qu'en fait, il valait mieux à Tamar d'aller se faire brûler que d'aller faire honte à Yehuda devant le public. Donc ici, il y a, selon si on suit l'interprétation des sages, il n'y a pas de honte. Ça veut dire que parce que les gens ne comprennent pas. Quand elle dit à qui appartient de ça je suis enceinte, et Yehuda aurait pu... C'est-à-dire il n'y avait rien qui en fait révélait que c'était lui. Yehuda aurait pu très bien continuer à renier. Mais ce qu'elle demande à Yehuda, c'est en fait ce que l'objet, ce que les habits veulent dire. Ce que je sais sur toi, que personne ne sait, par la représentation de ces vêtements. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé à là,
on peut déjà aller, on comprend maintenant, parce qu'on déjà on rentre plus dans le sujet, qu'est-ce que ces habits ont signifié jusqu'à présent. Qu'est-ce que ces habits ont eu pour but et comme utilité pratique. Les habits de Yehuda, c'était en fait sa façade morale. C'était sa façade royale, c'était sa façade mensongère. C'était comme ça que jusqu'à présent, il jouait le jeu Yehuda, toujours avoir une extériorité, une apparence, un vêtement, des beaux habits, des habits royaux, une apparence royale, par lequel il faisait croire, il se présentait le tzaddik, il se présentait le juste, il disait je vais défendre Joseph, je vais pas le tuer, je vais simplement le vendre. Mais derrière, il y avait une intention tout à fait mauvaise qui était de prendre sa place, de prendre le pouvoir, etc., etc. Il veut pas avouer à son père, il descend de ses frères, il épouse des gens qui sont comme lui, entièrement fermés sur eux, qui pensent qu'il s'est suffi à eux seuls, il s'associe avec des gens, il fait des enfants qui ont la même caractéristique, et il imagine et il pense que c'est de lui seul que va naître un roi, futur roi d'Israël, par son fils et son petit-fils. Sa belle-fille, qui est lui il a choisi pour son aîné, suite à la mort de ses deux enfants, il continue à avoir son même attitude, il va la léser, il va la mettre de côté, tout en lui montant et lui faisant croire qu'elle aurait eu un jour son troisième enfant, alors qu'en fait il n'aurait jamais eu de troisième enfant, parce que lui ce qui l'intéresse c'est simplement avoir une filiation royale, avoir un petit-fils dans lequel il aurait un roi qui va en descendre. Tamar, elle montre à Yehuda toute son arnaque. Elle lui montre, voilà, je sais sur toi tout ce que tu es. Qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce qu'elle sait sur lui? Eh bien, à présent, elle lui révèle à Yehuda, je sais que tu es un personnage avec toute une identité. Je sais que tu es un personnage où tu as toute une carapace. Et ta carapace, la voici. Ta carapace, la voilà. Ce sont ces signes royaux que tu montres extérieurement. Mais que je sais qu'en fait, ce n'est qu'une façade. D'où je sais que c'est qu'une façade? Parce que tu as couché avec moi. Parce que tu as été prêt à enlever cette façade. À te mettre à nu devant moi. Tu me l'as donné en garantie. Je l'ai dans mes mains. Tu l'as enlevé cette carapace pour montrer ta vraie face intérieure. Cette face qui est en crise. Cette face qui en fait a eu besoin de se nourrir chez moi. Par une fille qui en fait a caché son visage. Et qui a repris l'énergie. Voilà ce que je sais sur toi. Yehuda, on avait posé la question l'autre jour, comment ça se fait qu'il avait été prêt à enlever ses habits royaux à lui donner? C'était un risque pour lui. Effectivement, le risque, il se concrétise. Parce qu'en enlevant sa carapace, symboliquement, en lui donnant ses habits, voilà ce qu'elle a. Tamar en a le pouvoir dans ses mains, elle l'a dans ses mains. Elle a le signe qu'en fait, que Yehuda est un personnage, que je suis quelqu'un de mensonger. Je suis quelqu'un qui en fait m'habille constamment, mais qui dans le fond a une faiblesse et qui a eu besoin de se ressourcer. Voilà tout ce que les habits ont de signes évocateurs. Voilà tout ce que les habits signifient, jusqu'à où ça va cette symbolique-là. Et ça, en fait, c'est que entre Yehuda et Tamar qui le sachent. Parce que c'est dans leur intimité. Parce que seul Yehuda, face à Tamar, face à la prostituée, c'est face à la prostituée que Yehuda s'est révélé au cru de lui-même. C'est seulement face à elle, dans la caché des gens, dans le côté caché où personne ne voit, où pour lui ce serait honteux que les gens sachent qu'il avait été une prostituée. Mais dans ce monde caché là, dans cette intimité cachée là, Yehuda il s'est mis à lui. Yehuda il a enlevé sa carapace, il a montré ce qu'il avait là-dedans. Et quand Tamar envoie les habits, en fait elle lui rappelle que, rappelle-toi ce jour-là, c'est-à-dire rappelle-toi ce jour-là où tu as été avec moi. Donc rappelle-toi que maintenant je sais ce que tu sais sur toi. Je suis seul à savoir ce que tu sais seul sur toi. Parce que c'est seulement avec moi et chez moi que tu as enlevé toute ta façade. Voilà tout ce que ces habits signifient, tout ce que l'envoi de ces habits, tout ce que le message de ces habits signifie. Elle lui dit, reconnais s'il te plaît à qui sont ces vêtements. C'est tout. Si je dis c'est à moi, si Yehuda dit c'est les miens, ça veut dire en fait, ah oui, c'est les miens. Mais alors il peut très bien dire c'est les miens, et alors c'est les miens. Oui, c'est les miens, et qu'est-ce que ça fait que c'est les miens? C'est les miens, mais je sais pas. Et alors, c'est pas parce que c'est les miens, et que même si ça veut dire par là que c'est donc moi qui t'as mis enceinte, parce que c'est moi qui aurais été avec toi,
ça n'exempte rien dans ce qu'elle a fait de prostitution si elle était réellement réservée à Sheila. Mais toute cette sentence, elle tombe si en fait ses habits révèlent que Yehuda, il n'a pas donné à Sheila sa belle-fille parce qu'en fait, il a arnaqué. Parce qu'en fait, encore une fois, il était dans la duplicité. Il avait cette façade mensongère. Mais ça, Tamar ne peut lui envoyer signe, il ne peut avouer ça que si simultanément, il prend conscience que Tamar sait cette arnaque. Que Tamar, en fait, elle sait qu'en fait, il l'a utilisée jusqu'à présent, et qu'en fait, il n'avait pas l'intention de la donner à Sheila. Et donc, puisqu'il n'avait pas l'intention de lui donner à Sheila, donc c'est pour ça qu'elle a fait ce qu'elle a fait. Voilà. Et donc, c'est pour ça que ce qu'elle a fait, c'était en droit. Ça veut dire que ce n'était pas quelque chose qui était un adultère, ce n'était pas illégitime de sa part. Et bien, Yehuda, il reconnaît. Quand il dit reconnaît à qui ses habits, il dit oui, c'est à moi. Et ça veut dire quoi c'est à moi? Ça veut dire que ça m'appartient, c'est moi qui en fait avait jusqu'à présent un habit de roi, je voulais toute mon institution, tout le but jusqu'à présent ce que je faisais, c'était justement d'avoir cette façade royale mensongère. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ça. Toutes mes actions, tous les choix de mes actions, tout mon comportement était orienté dans ce but-là, de ces habits-là, dans le but d'avoir un habit, une façade de roi. Et quand je reconnais que c'est les miens et que Yehuda, par là même, ça lui évoque ce souvenir, c'est très bien qu'il a enlevé ses habits. Ça veut dire qu'il a compris qu'en fait, Tamar, elle sait qui il est. Elle sait qui il est, elle sait que c'est un personnage qui veut simplement avoir un habit royal et qui par derrière, il ne l'est pas réellement. Et que par derrière, il a l'intention mauvaise. Et donc maintenant, pour Yehuda, ça veut dire qu'elle sait sur moi ce que je croyais pouvoir cacher. Tamar, elle envoie le signe à Yehuda que ce que tu croyais pouvoir cacher du monde, moi je le sais. Tu es quelqu'un qui a une double face. Parce que tu es toi-même venu chez moi, chez une prostituée pour coucher avec moi. Donc ça reste entre nous. C'est dans notre intimité que moi je sais sur toi ce que personne ne sait. Et donc la demande de reconnaissance, elle va très loin. Parce que avouer qu'en fait, effectivement, je suis un personnage mensonger, je suis un personnage avec une double face, un personnage qui dupe en fait les gens et qui simplement veut l'utiliser pour l'intérêt personnel, ça va jusqu'à reconnaître qu'en fait, effectivement, j'ai pas donné l'action, le choix que j'avais fait de pas donner Sheila à Tamar, c'était volontaire, c'était intentionnel, avec cette intention que je cache derrière, cette intention mauvaise qui est de simplement garder le pouvoir pour moi, pour que j'ai un fils Sheila, duquel j'aurai un petit-fils de façon certaine qui sera lui roi, mais que par là je vais léser Tamar, je vais lui mentir, faire croire qu'elle aura un mari, mais en fait elle ne l'aura jamais. Donc, c'est reconnaître son mensonge, reconnaître son arnaque. Voilà jusqu'à où ça va. Et bien c'est ça ce qu'elle demande Yehuda, c'est ce que Tamar a Yehuda. La vérité dans ses mots, dans son signe évocateur, ça ne va pas jusqu'à là. Il n'y a rien dans ce qu'il dit, dans ce qu'elle montre, elle dit pas, elle ne va pas frontalement dire à Yehuda, avec même le signe qu'elle envoie, de lui dire c'est toi qui es responsable, parce que c'est toi qui ne m'as pas donné Sheila, alors qu'en fait, tu n'avais jamais l'intention de me le donner. Parce que ça, déjà, comment elle va le dire? Comment elle peut prouver ce qu'elle dit? Elle ne peut pas prouver ce qu'elle dit, ou elle ne peut le prouver, ou elle ne peut le faire signifier à Yehuda que par simplement en lui montrant qu'elle sait qu'il est un personnage avec une double face. Il cache quelque chose derrière lui et que j'ai le signe et la preuve que tu es quelqu'un comme ça, par toute l'histoire qu'on a vécue ensemble dans l'intimité, dans le cachet, grâce à ces habits, grâce avec le signe de ces habits là que tu m'as donné, que j'ai entre mes mains. Alors pour Yehuda, reconnaître qu'effectivement ces habits sont les miens et que face à elle j'ai enlevé ces habits, c'est-à-dire que j'ai révélé ma vraie face, donc c'est révélé que je suis un personnage avec une double identité. Et quand Yehuda sait que Tamar sait que Tamar, elle a cramé Yehuda, elle a compris qui il est dans toute son intériorité, alors
ça va jusqu'à dire, effectivement, si j'ai pas donné Sheila, là Yehuda, il a le déclic. Et maintenant, il comprend que Tamar, bien qu'il n'y avait rien dans ce qu'elle disait officiellement de ça, il comprend que Tamar a pu comprendre ce qu'il a fait. C'est comme si que Tamar, elle avait compris qui était Yehuda, et donc elle a compris que Yehuda, il n'a pas donné Tamar à Sheila volontairement. Ce n'était pas officiel, ce n'était pas ce qu'elle a fait, ce n'était pas quelque chose d'illégitime face à une croyance qu'elle aurait eue. Pas du tout. Yehuda se voit démasqué. Voilà, Yehuda se voit démasqué par Tamar. Et donc, puisqu'il est démasqué par Tamar, et Tamar demande de reconnaître qu'elle a démasqué, qu'en fait, elle sait qu'il est démasqué par lui, mais ça reste entre eux dans le secret. Et ben Yehuda reconnaît. Et qu'est-ce qu'il dit ? Elle dit, elle a plus raison que moi, elle est plus sadéquette que moi. C'est-à-dire que ce qu'elle a fait, elle, d'être cette prostituée, c'est plus juste que moi. Moi, j'ai été avec une prostituée, c'est pas ça le crime. Mais ce que moi j'ai fait, entre guillemets, d'aller avec la prostituée, c'est plus un crime que ce qu'elle a fait de cette prostituée. Pourquoi ? Parce que dès l'origine, c'est moi qui en fait est mauvais de l'intérieur. Et si j'en suis arrivé avec une prostituée, c'est parce que j'ai cette intériorité mauvaise qui a besoin de se ressourcer et qui a besoin d'enlever sa façade, sa carapace pour aller prendre de l'énergie. Alors qu'elle, à l'instant même où elle est en relation de prostitution, elle le fait par justice. Parce qu'en fait, c'est moi qui l'a ramené, c'est moi qui lui a menti et qui lui a fait croire qu'elle aurait Sheila, qui a promis mon fils, alors qu'en fait, j'avais pas l'intention du tout de lui donner. Et donc, ce qu'elle a fait, c'est plus juste que ce que moi j'ai fait. Voilà ce que Yehuda est en train de reconnaître. Il se voit moins sadique qu'elle. Elle est plus sadique, sadéquette que lui. Voilà jusqu'à où ça va la compréhension de ce que ce signe évocateur a signifié chez lui et de ce qu'elle et de ce qu'il révèle lui par sa bouche.